Albert Camus, L'Europe de la fidélité. 1951. Contexte. Le 12 avril 1951, l'Association des Amis de la République espagnole, qui compte parmi ses animateurs Édouard Herriot, René Cassin ou encore Pierre Mendès France, organise une réunion à la salle Saunier à Paris. Invité à s'exprimer, Camus réaffirme que l'Europe ne peut se construire qu'avec une Espagne libérée du franquisme, au moment même où les États-Unis, l'Angleterre et la France renouent diplomatiquement avec Franco. Le texte de l'allocution de Camus est publié dès le mois de mai 1951 dans le 50e numéro de la revue syndicaliste révolutionnaire de Pierre Monatte, La Révolution prolétarienne. Les démocraties de l'Ouest se font apparemment une tradition de trahir leurs amis. Les régimes de l'Est se créent une obligation de les dévorer. Entre les deux, nous avons affaire à une Europe qui ne sera ni celle des menteurs, ni celle des esclaves. Car il faut faire sans doute une Europe. On a raison de nous le dire au Sénat américain. Simplement, nous ne voulons pas de n'importe quelle Europe. Accepter de bâtir une Europe avec les généraux criminels de l'Allemagne et le général rebelle Franco serait accepter l'Europe des renégats. Et après tout, si c'est cette Europe-là que veulent les démocraties de l'Ouest, il leur était facile de l'avoir. Hitler a tenté de la bâtir, y a presque réussi, il suffisait de se mettre à genoux, et l'Europe idéale aurait été bâtie sur les os et les cendres des hommes libres assassinés. Les hommes d'Occident n'ont pas voulu cela. Ils ont lutté de 1936 à 1945, et des millions sont morts ou ont agonisé dans la nuit des prisons pour que l'Europe et sa culture restent un espoir et gardent un sens. Si certains ont oublié cela aujourd'hui, nous ne l'avons pas oublié. L'Europe est d'abord une fidélité. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Si j'en crois les journaux franquistes, le maréchal Pétain appelait Franco l'épée la plus claire de l'Europe. Ce sont des politesses militaires qui ne tirent pas à conséquence. Mais, précisément, nous ne voulons pas d'une Europe défendue par cette sorte d'épée. Le serviteur des grands nazis, Serrano Suñer, vient aussi d'écrire un article où il réclame une Europe aristocratique. Je n'ai rien contre l'aristocratie. Je crois au contraire que le problème qui se pose à la civilisation européenne est la création de nouvelles élites, les siennes ayant été déshonorées. Mais l'aristocratie de Suñer ressemble trop au seigneur de Hitler. C'est l'aristocratie d'un gang, la royauté du crime, la cruelle seigneurie de la médiocrité. Je ne connais pour moi que deux sortes d'aristocratie, qui sont celles de l'intelligence et du travail. Elles sont opprimées, insultées ou utilisées cyniquement, dans le monde d'aujourd'hui, par une race de valets et de fonctionnaires aux ordres de la puissance. Libérées et réconciliées surtout, elles feront la seule Europe qui puisse durer, non pas celle du travail forcé et de l'intelligence asservie à la doctrine, ni celle, où nous vivons, de l'hypocrisie et de la morale des boutiquiers, mais l'Europe vivante des communes et des syndicats, qui préparera la renaissance que nous attendons. Dans cet immense effort, ma conviction est que nous ne pouvons nous passer de l'Espagne. L'Europe n'est devenue, en effet, cette terre inhumaine où tout le monde parle pourtant d'humanisme, ce campement d'esclaves et ce monde d'ombres et de ruines, que parce qu'elle s'est livrée sans pudeur aux doctrines les plus démesurées, qu'elle a rêvé d'être une terre de Dieu et qu'elle a choisi, pour diviniser l'homme, d'asservir tous les hommes au moyen de la puissance. Les philosophies du Nord l'ont aidé et conseillé dans cette belle entreprise.
Et aujourd'hui, dans l'Europe de Nietzsche, de Hegel et de Marx, nous recueillons les fruits de cette folie. Si l'homme est devenu Dieu, on est bien obligé de dire qu'il est devenu peu de choses. Ce Dieu a une face d'ilote ou de procureur. Jamais Dieu ni mesquin n'ont régné sur le monde. Qui s'étonnerait, les voyant à la première page des journaux ou sur les écrans de nos cinémas, que leurs églises soient d'abord des polices? L'Europe n'a jamais été grande que dans la tension qu'elle a su introduire entre ses peuples, ses valeurs, ses doctrines. Elle est cet équilibre et cette tension où elle n'est rien. Dès qu'elle y a renoncé et choisi de faire régner, par la violence, l'unité abstraite d'une doctrine, elle a dépéri. Elle est devenue cette mère épuisée qui ne donne plus naissance qu'à des créatures avares et haineuses. Et peut-être est-il juste que ces créatures en viennent à se jeter les unes sur les autres pour trouver enfin une paix impossible dans une mort désespérée. Mais notre tâche et notre rôle à tous n'est pas de servir cette terrible justice. Elle est de recréer une justice plus modeste dans une Europe renaissante, de renoncer par conséquent aux doctrines qui prétendent tout sacrifier à l'histoire, à la raison et à la puissance. Et pour cela, il nous faut retrouver le chemin du monde, équilibrer l'homme par la nature, le mal par la beauté, la justice par la compassion. Il nous faut renaître enfin dans la dure tension attentive qui fait les sociétés fécondes. C'est ici que l'Espagne doit nous aider. Comment se passer en effet de cette culture espagnole où jamais, pas une seule fois, en des siècles d'histoire, la chair et le cri de l'homme n'ont été sacrifiés à l'idée pure, qui a su donner au monde, en même temps, Don Juan et Don Quichotte, les plus hautes images de la sensualité et du mysticisme, qui, dans ses créations les plus folles, ne se sépare pas du réalisme quotidien, culture complète enfin qui couvre de sa force créatrice l'univers entier, du soleil à la nuit. C'est cette culture qui peut nous aider à refaire une Europe qui n'exclura rien du monde, ni ne mutilera rien de l'homme. Aujourd'hui encore, elle contribue à nourrir, en partie, notre espérance. Et dans le temps même où cette culture était bâillonnée en Espagne, elle donnait encore son sang, le meilleur, à cette Europe et à cette espérance. Les morts espagnols des camps allemands, des Glières, de la division Leclerc et les 25 000 tués dans les déserts de Libye étaient cette culture et cette Europe. C'est à eux que nous sommes fidèles. Et s'ils peuvent revivre quelque part, aujourd'hui, dans leur pays, c'est au milieu de ces étudiants et de ces ouvriers de Barcelone qui viennent de dire au monde étonné que la véritable Espagne n'est pas morte et qu'elle réclame de nouveau sa place. Mais si l'Europe de demain ne peut se passer de l'Espagne, elle ne peut non plus, pour les mêmes raisons, se faire avec l'Espagne de Franco. L'Europe est une expression contrastée, elle ne peut s'accommoder de doctrines assez sottes et assez féroces pour interdire toute autre expression que la leur. Dans le même temps où, il y a quelques mois, un ministre espagnol faisait le vœu que les élites de France et d'Espagne s'interpénètrent davantage, sa censure interdisait Anouilh et Marcel Aimé. Ces écrivains n'ayant jamais passé pour d'implacables révolutionnaires, on devine ce qui peut pénétrer en Espagne de Sartre, de Malraux ou de Gide. Quant à nous, nous consentons volontiers à lire M. Benavente. Ce sont les livres de M. Benavente qui ne se laissent pas lire, voilà tout. De récents articles franquistes ont prétendu que la censure avait été assouplie. Après examen des textes, on peut se rassurer. L'assouplissement se résume à affirmer que tout est permis, sauf ce qui est défendu.
Franco, qui s'inspire volontiers d'un de nos grands écrivains, je veux dire Joseph Prudhomme, a déclaré que l'Espagne de l'Alcazar de Tolède était attachée à la chaire de Saint-Pierre. Mais il censure le pape lui-même quand le pape plaide pour la liberté de la presse. Dans l'Europe qui est la nôtre, le pape a le droit de parler, comme aussi ceux qui pensent que le pape use mal de ce droit. L'Europe que nous voulons est aussi un ordre, et quand n'importe qui peut arrêter n'importe qui, quand la délation est encouragée, quand les femmes enceintes dans les prisons sont généreusement dispensées de travail, mais au 9e mois seulement, alors nous sommes dans le désordre, et Franco prouve au monde entier qu'il est bien plus dangereux anarchiste que nos amis de la CNT, qui, eux, veulent un ordre. Et le désordre est à son comble, pour moi du moins, dans cette hideuse confusion où la religion est mêlée aux exécutions et où le prêtre se profile derrière le bourreau. Les ordres d'exécution se terminent en Espagne franquiste par ce souhait pieux adressé au directeur de la prison « Que Dieu vous assure longue vie ». On fait souscrire aussi aux prisonniers des abonnements à l'hebdomadaire Rédemption. Cette Europe où Dieu est réservé à l'usage particulier des directeurs de prison, est-ce la civilisation pour laquelle nous devons combattre et mourir? Non. Il y a, par bonheur, une rédemption à laquelle on ne s'abonne pas et qui réside dans le jugement des hommes libres. S'il y a un Christ en Espagne, il est dans les prisons en effet, mais sur le bas flanc des cellules. Il est avec les catholiques qui refusent la communion parce que le prêtre bourreau l'a rendu obligatoire dans certaines prisons. Ceux-là sont nos frères et les fils de la libre Europe. Notre Europe est aussi celle de la vraie culture. Et je regrette d'avoir à le dire, je ne vois aucun signe de culture dans l'Espagne de Franco. J'ai lu dernièrement la philosophie de l'histoire, qui est personnelle au caudillo. Elle se résume en ceci, et je cite, que la franc-maçonnerie cachée dans le cheval de Troie de l'encyclopédie a été introduite en Espagne par les Bourbons. J'ai lu en même temps qu'un pèlerin catholique d'Amérique, reçu par Franco, l'avait trouvé extraordinairement intelligent. Un pèlerin est toujours enthousiaste. Il ne veut pas s'être dérangé pour rien. Mais enfin, je trouve la phrase de Franco et celle du pèlerin légèrement incompatibles. Et ma conviction que la culture et l'Espagne officielle d'aujourd'hui n'ont que des rapports de politesse s'affirme lorsque je lis que Franco doit trancher avec son épée les nœuds gordiens de problèmes séculaires dont la solution était réservée à son génie. Ou encore, qu'il semble que Dieu ait placé le destin de Franco sous le signe de ces apparitions historiques fulgurantes en détachant cette tête auréolée sur l'horizon de notre siècle. Non, l'idolâtrie n'est pas la culture. La culture, elle du moins, meurt du ridicule. Franco, enfin, exigeant sa place dans le concert des nations et réclamant le droit, que nous réclamons avec lui, pour l'Espagne d'avoir le gouvernement qui lui plaît, résume sa doctrine en cette formule, sur laquelle je ne cesse pas, vous le comprendrez, de réfléchir. Ce n'est pas que nous marchions dans une direction différente, c'est que nous marchons plus vite que les autres et que nous sommes déjà sur le chemin du retour alors que les autres marchent encore vers le but. Cette métaphore hardie suffit en effet à tout expliquer et à justifier que, pour notre culture, nous préférions l'Europe d'Unamuno à celle de M. Rocamora. Notre Europe, enfin, et cela résume tout, ne peut se passer de la paix. L'Espagne de Franco, elle, ne vit et ne se survit que parce que la guerre nous menace, tandis que la République espagnole se renforce chaque fois que la paix voit grandir ses chances. Si l'Europe, pour exister, doit passer par la guerre, elle sera l'Europe des polices et des ruines. Et l'on comprend alors que Franco soit jugé indispensable, en raison de l'absence malencontreuse de Hitler et de Mussolini.
C'est bien ainsi qu'en ont jugé ceux qui se font de l'Europe une idée qui nous fait horreur. Franco a été jugé sévèrement jusqu'au moment où l'on s'est avisé qu'il avait 30 divisions. C'est alors qu'il est entré dans la vérité. On a refait à son usage le mot de Pascal qui est devenu « erreur en deçà de la 30e division, vérité au-delà ». Dans ces conditions, pourquoi faire la guerre à la Russie? Elle est plus vraie que la vérité, puisqu'elle a 175 divisions. Mais elle est l'ennemi et tout est bon qui peut la combattre. Pour triompher, il faut d'abord trahir la vérité. Eh bien, c'est le moment de dire que l'Europe que nous voulons ne sera jamais celle où la justice d'une cause s'évalue au nombre de ses canons. Il y a déjà de la stupidité à calculer la force d'une armée sur le nombre de ses officiers. À ce compte, l'armée espagnole est, en effet, la plus forte du monde. Mais elle est aussi la plus faible. Il faut être un penseur du State Department pour imaginer que le peuple espagnol se battra au nom d'une liberté qu'il n'a pas. Mais la stupidité n'est rien. Ce qui est plus grave, c'est la trahison d'une cause sacrée, celle de la seule Europe dont nous voulions. En signant la reprise des relations avec Franco, l'Amérique officielle et ses alliés ont signé la rupture avec une certaine Europe qui est la nôtre, et que nous continuerons à défendre et à servir ensemble. Et nous ne la servirons bien qu'en nous distinguant justement de tous ceux qui n'ont plus aucun droit moral de la servir, de ceux qui, à la faveur d'une provocation policière, laissent chez nous torturer des militants irréprochables de la CNT comme José Peyratz, de ceux qui laissent truquer les élections algériennes, de ceux aussi qui se lavent les mains du sang des fusillés de Prague et qui insultent les prisonniers concentrationnaires des camps russes. Cela s'enlève le droit de parler de l'Europe et de dénoncer Franco. Qui parlera alors? Qui le dénoncera? Amis espagnols, la réponse est simple. La voie tranquille de la fidélité. Mais la fidélité est solitaire? Non, nous sommes de par le monde des millions de fidèles qui préparons le jour de la réunion. 300 000 Barcelonais viennent de vous le crier. C'est à nous de nous unir, de ne rien faire qui puisse nous séparer. Oui, unissons-nous seulement et unissez-vous, je vous en supplie. L'Espagne de l'exil a ici sa justification. Dans cette union enfin réalisée, dans cette lutte patiente et inflexible. Un jour viendra où l'Europe triomphera de ses misères et de ses crimes, où elle revivra enfin. Mais ce jour sera exactement le même, voilà ce que j'ai voulu vous dire, que celui où l'Espagne de la fidélité, venue des 4 coins du monde, se regroupera au sommet des Pyrénées et verra s'étendre, devant elle, la vieille terre blessée que tant d'entre vous ont attendue en vain, et qui vous attend silencieusement depuis si longtemps. Ce jour-là, nous autres Européens retrouverons avec vous une patrie de plus.